Salut à tous, c'est Pank Dachono, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui sera un podcast avec Brice Lemaire que je voulais vous présenter depuis un paquet de temps, qui est un énorme passionné d'hypnose, qui a une super route, on va dire, sur un super chemin sur ce monde-là, et qui, vous allez voir, a plein d'activités où il utilise l'hypnose et beaucoup de projets, et je pense que c'est vraiment intéressant que vous puissiez le découvrir son travail, découvrir ses bouquins. On parlera notamment d'un bouquin qui va bientôt arriver, ça va vous donner plein de nouvelles directions à mon avis. Alors Brice, est-ce que tu peux te présenter pour juste dire ce que tu fais, comment tu es arrivé à l'hypnose, etc. Très bien, oui. Bon, bonjour Christophe, bonjour à tous et à toutes. Je suis donc Brice Lemaire, chirurgien dentiste. J'exerce en libéral depuis 1996 et je suis, entre guillemets, tombé dans l'hypnose dans les années 2000, voilà, depuis plus d'une vingtaine d'années. Et j'utilise l'hypnose quotidiennement à mon cabinet pour les patients, dans un cadre opératoire, dans un cadre thérapeutique. Et puis après, petit à petit, la passion de l'hypnose a pris encore plus de place. Donc maintenant, je suis formateur, depuis pas mal d'années, pour la fac dentaire. Je suis auteur aussi, traducteur, conférencier. Enfin voilà, il y a tout un tas de... Au fur et à mesure des rencontres de développement qui se sont faits autour de l'hypnose et qui est devenu... on peut dire oui, une passion, hein, comme d'autres passions, mais qui a pris une grande place dans aussi bien mon activité professionnelle que mon activité, on va dire, personnelle. Yes. Comment tu dis que tu es arrivé dans les années 2000 dans l'hypnose? Tu as commencé comment? Alors, moi, je sais, mais globalement, comment tu as découvert? Quelles ont été tes premières formations? Et tu peux faire un petit parallèle aussi avec le close-up et la magie. Oui, bien sûr. Alors, je dirais c'est grâce, pas à cause, mais grâce à mes patients d'abord que je suis arrivé dans l'hypnose. Quand je suis sorti de la fac en 96, j'ai tout de suite travaillé en cabinet. Et en fait, quand tu sors de la fac, grosso modo, tu es bien formé à des gestes techniques. Mais le problème, c'est que toute la dimension, aussi bien organisationnelle, administrative, communicationnelle d'un cabinet, on ne te l'apprend pas. Et puis toute la dimension, on va dire, psychologique du soin, de l'alliance thérapeutique, tu l'as pas du tout. Et rapidement, j'ai été confronté à des patients qui avaient soit peur, soit de l'anxiété, soit qui étaient carrément phobiques. Et une fois, j'arrive dans la salle d'attente, je dis bonjour à un patient que je ne connaissais pas, un nouveau patient, et boum, il s'évanouit. Alors, je n'avais pas fait une induction instantanée, mais en fait, il avait fait un malaise vagal, tout simplement. Le fait de s'imaginer dire bonjour au dentiste, tout simplement, bon, il était tombé par terre. Et là, je me suis dit, tiens, le pouvoir de l'imagination quand même sur le corps et sur l'esprit est phénoménal. Imagination négative. Donc, si on peut le tourner de façon positive. À l'époque, je faisais de la sophro dans un cadre personnel pour le sport. Et la sophro, c'est un outil intéressant, mais qui était, à mon sens, pas assez puissant, pas assez adapté. En même temps, passionné de magie, il y avait Orman McGill qui faisait un séminaire à Londres, pas à Londres, à Bath. Et donc voilà, donc j'y suis allé, ça a démarré comme ça, en faisant ce séminaire avec Orman McGill. Rapidement, il m'a dit, écoute, si tu es dans le médical, il faut t'orienter vers l'hypnose hellmanienne. Voilà, c'est l'outil le plus adapté pour la pratique. Donc c'est parti comme ça, et puis après, ça a été Jerry Kine, après ça a été l'étude aussi de toute l'hypnose médicale, principalement anglo-saxonne. Voilà, tous les grands classiques. Et puis après, toutes les formations que j'ai pu faire, principalement aux États-Unis, au début un peu avec la NGH, et puis après surtout avec l'IMDHA, la CHE aussi de Gil Boyne, enfin toute cette mouvance, on va dire, autour de l'hypnose médicale anglo-saxonne et américaine. Voilà, après, que te dire après, moi, je continue à faire de l'hypnose quotidiennement avec les patients. Formé dans cette mouvance américaine, on filme toutes les hypnoses. Donc, ça a constitué une bonne database. Je continue à filmer d'ailleurs. Et puis après, à la fac, le docteur Valérie Puisségur, que tu as rencontré, est venu il y a environ une petite dizaine d'années, il y a 7 ans, me dit voilà, j'aimerais bien monter un DU d'hypnose à la fac.
Donc, on a créé ça, quoi, ce DU d'hypnose à la fac dentaire, qui a été le premier DU d'hypnose dentaire vraiment, on va dire, opératoire et médical. Et on enseigne l'hypnose aux dentistes. L'année prochaine même, je pense qu'on va pouvoir l'ouvrir au personnel soignant, assistantes, etc. On va le faire évoluer pour avoir une plus grande ouverture au niveau du champ médical, paramédical. Et l'idée, c'est d'apprendre vraiment un outil. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au niveau dentaire, tu as à la fois deux types d'hypnose. Tu as l'hypnose opératoire, c'est-à-dire soigner sous hypnose, avec tout ce qui est contrôle, on va dire, du stress, de l'anxiété, voire de la phobie, et de la douleur, hypnoanalgésie, hypnoanesthésie. Donc ça, c'est passionnant parce que tu as vraiment de la gestion de la transe. Et je trouve qu'on pêche un peu là-dessus. Souvent, quand j'ai des hypnos, je trouve que ce qui leur manque, c'est vraiment des outils pour savoir bien gérer la transe profonde, tous les niveaux de transe, savoir se balader entre les différents types de transe. Et après, ce qui est intéressant, c'est que tu as toute l'hypnose thérapeutique dentaire où tu retrouves en fait toutes les indications de l'hypnose. C'est à la fois l'arrêt du tabac, rééquilibrage alimentaire, le bruxisme, la douleur, le stress, l'anxiété, la phobie, enfin il y a plein de trucs. Donc en fait, tu es obligé, si tu veux, d'être hypnothérapeute avec plein de compétences dans un peu tous les domaines de l'hypnothérapie et en même temps de savoir gérer bien l'hypnose opératoire. Donc ça te donne un panel quand même assez large et ça nécessite en fait d'avoir une bonne ouverture d'esprit quoi, hein, pour prendre tout ça. Quoi. Et comment toi tu définirais l'hypnose aujourd'hui avec ton expérience, avec tout ce que tu as pu voir? Comment tu Question piège. Déjà, ce qui est compliqué dans la définition, si tu veux, c'est que le terme hypnose, il est polysémantique. C'est-à-dire ça définit à la fois l'état, la méthode que tu utilises, la technique, l'art, la science. Donc, toutes les définitions historiques, celles d'Erickson, celles de Hellman, celles de McGill, tout ce que tu veux, en fait, chacun, entre guillemets, voit un peu midi à sa porte, c'est-à-dire par rapport à sa pratique. Moi, j'aime bien la définition, évidemment, allemandienne, qui définit un processus, voilà, qui ne définit pas forcément l'état dans lequel tu vas arriver, mais le processus. Ce que j'explique à mes élèves très simplement, c'est je leur dis, voilà, premier cours, je leur dis, l'hypnose, c'est très, très simple. La nuit, vous dormez et vous rêvez, et puis la journée, vous êtes conscient. L'hypnose, on fait un switch cérébral, on vous fait rêver dans la journée, tout simplement. Comme le cerveau s'active différemment, tous les processus physiologiques et psychologiques qui vont sortir de ce cerveau-là vont être différents. Donc ça veut bien dire que aussi bien vous pouvez avoir de la détente que de l'activation. Donc ça définit bien les deux types de transe, transe stuporeuse profonde, transe stuporeuse somnambulique, avec transe de relaxation ou transe d'activation. Voilà. Et je leur montre beaucoup de vidéos de situations très différentes. Quelqu'un en train de faire du sport, quelqu'un en train de faire de la musique, quelqu'un en train de faire de l'hypnose thérapeutique, de l'hypnose opératoire, de la street, etc. Pour leur montrer que tout ça, c'est de la transe et c'est la même chose. Et c'est un peu comme une boule de cristal, tu vois, où au milieu, tu as la transe, et puis après, tu as plein de facettes. Voilà. Et alors, selon le référentiel, que tu sois hellmanien, ericksonien, capazien, j'en sais rien, tu vas aller et voir la transe d'une certaine façon, avec un référentiel, avec tes mots, ta technique, etc. Mais la transe du patient, ça sera la même. Et de la même façon, cette transe-là, tu vas pouvoir l'exploiter de plein de façons, de plein de facettes différentes. Ça peut être au niveau thérapeutique, au niveau opératoire, au niveau sportif, au niveau spirituel, au niveau... Voilà, donc moi j'ai une vision assez élargie de cette notion de transe, aussi bien sur le plan individuel que sur le plan collectif. Et surtout, c'est la définition qui me plaît, mais qui est vraiment dans l'esprit de l'école imaginationniste, hein, tu vois, du 18e. C'est-à-dire, c'est vraiment le pouvoir de l'imagination. Et pour moi, la transe, c'est le cerveau qui rêve dans la journée. Et ça corrobore quand même beaucoup, je trouve, les avancées des neurosciences, cette approche-là. Là, tu donnes des références historiques. Donc, je sais que j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Tu as écrit un bouquin sur l'histoire de l'hypnose qui va être édité par Satas en espérant que ça arrive en deuxième semestre. En tout cas, à partir de septembre peut-être, tu m'avais dit. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué en recensant l'histoire dans tous les domaines de l'hypnose? Qu'est-ce qui, pour toi, en écrivant ce bouquin, en finissant, outre le fait d'avoir revu un peu l'histoire, de l'avoir vu en plus, pas que d'un point de vue médical, mais tu m'avais dit que tu l'as aussi regardé d'un point de vue magie, d'un point de vue de différentes facettes de l'hypnose. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans l'histoire de l'hypnose
tel que tu l'as perçu dans tous les ouvrages que tu as lus et dans ce que tu en as conclu à la fin de ton bouquin? Écoute, alors déjà, je me suis lancé. Moi, j'aime beaucoup l'histoire. Bon, je suis un grand lecteur comme toi, donc j'aime bien lire. Et puis souvent, quand tu lis un petit peu de l'histoire, tu as toujours un petit chapitre d'introduction, histoire de l'hypnose. Ça démarre avec Mesmer, et puis ça finit, bon, t'as Brett et compagnie, et puis ça finit avec l'école de Paris, l'école de Nancy, et puis après, Erickson, Hellman, et basta. Puis finalement, en étudiant l'hypnose médicale au XXe siècle, je me rendais compte qu'il y avait quand même des bonhommes extraordinaires, comme, je ne sais pas moi, dans les grands classiques comme McGill, comme Kappa, comme Boyd, comme Hartland, comme Cheek, comme Kruger, etc. Personne n'en entendait parler, personne ne les connaissait, etc. Et puis après, je me suis dit, mais finalement, quand tu plonges là-dedans, tu te rends compte qu'il y a non seulement beaucoup plus d'hypnose que ce qu'on veut bien relever sur le plan historique, et puis surtout, il y a beaucoup plus de connexions entre, et ça c'est très intéressant, entre l'interaction qu'il y a eu entre l'hypnose de spectacle, par exemple, et l'hypnose médicale. À toutes les époques, hein, 18e, 19e, 20e, de la même façon. Dans le bouquin, si tu veux, il y a un peu trois thématiques. Il y a l'hypnose, on va dire, médicale, thérapeutique, enfin l'histoire de cette hypnose-là. Ensuite, il y a une partie davantage sur l'histoire de l'hypnose et de l'utilisation de l'hypnose au niveau magie, de la transe. Et puis après, tout ce qui est hypnose un peu plus spirituelle, un peu plus ésotérique, et les liens, en fait, et l'interaction entre les trois. Il faut savoir que jusqu'au XVIIe, pratiquement, toute guérison, enfin les médecins étaient uniquement des prêtres guérisseurs. Donc il y a eu vraiment une interaction qui a été très forte. Alors, qu'est-ce qui m'a le plus marqué? En fait, je crois que c'est les personnages, quoi, parce qu'il y a vraiment des fous furieux. Voilà, ça c'est très très intéressant. Donc, dans l'idée du bouquin, j'ai pas voulu faire un bouquin d'histoire pure et dure, j'ai voulu faire un bouquin un peu qui raconte l'histoire de l'hypnose, mais dans lequel il y a beaucoup d'anecdotes qui soient attrayantes et en même temps intéressantes sur des personnages. Moi, si j'en ai un à retenir et que j'invite à lire et à relire, c'est peut-être Hénin de Cuvillers, qui est le moins connu du 18e, qui à mon sens est celui qui a déjà tout compris l'hypnose 3 siècles auparavant, qui a mis en évidence toutes les dysfonctions, parce qu'il était secrétaire de la Société de l'harmonie de Mesmer, donc il a travaillé avec Mesmer pendant 20 ans, et qui a mis en évidence toutes les, on va dire, les dirty secret tricks de Mesmer, avec des trucs assez incroyables. Notamment une anecdote, tu vois, un truc rigolo, mais qui te montre bien quand même la compréhension intuitive qu'avait Mesmer de la transe. Et puis après, c'était un sacré, on va dire, un sacré loulou. Quand il a créé son baquet, quand la commission royale vient enquêter, elle ouvre le baquet, qu'est-ce qu'elle trouve? De la limaille de fer et des bouts de verre, en fait, et de l'eau. Et en fait, non, Hénin de Cuvillers explique que Mesmer, qui était quand même très avancé sur le plan scientifique et qui voulait avoir une légitimation scientifique du magnétisme, hein, il n'était pas du tout dans une démarche, on va dire, ésotérique, était très, très intéressé par la science et notamment avait créé ce qu'on appelle une pile de Leyden. C'est une batterie, en fait. Donc, tu prends une bouteille en verre, tu mets du cuivre, de la limaille de fer, de l'eau, etc., une tige, et en fait, tu as une batterie. Et donc, dès que tu touches ça, bah, tu as une décharge électrique. Donc, en fait, son baquet, c'était une immense batterie. Et dès que les personnes touchaient, évidemment, les tiges de cuivre qui sortaient, ils se prenaient une décharge électrique. Donc, extraordinaire justification de la puissance du fluide magnétique. Et pour pas qu'on découvre son secret, à ce moment-là, elle casse tout avant que la commission royale arrive. Tu vois, c'est incroyable, ça c'est génial. Alors, des anecdotes comme ça, il y en a plein, et puis aussi bien sur les personnages que surtout, moi, ce qui me semble extraordinaire, et ça m'interroge toujours par rapport à ce qu'on fait, c'est le décalage entre la croyance qu'on a et puis ce qu'on fait réellement, tu vois. Et tu te dis, ça c'est très intéressant parce que je suis persuadé qu'on a encore plein, entre guillemets, de croyances, elles sont légitimes, elles sont valables, mais il y a plein de choses qui sont encore complètement farfelues, à mon sens, en hypnose. Et qu'on fait tout simplement parce qu'empiriquement, on croit que ça fonctionne comme ça. Mais il faut savoir qu'aussi l'hypnose, c'est basé là-dessus. Hein. L'hypnose, pour moi, tu me demandais une définition, voilà une autre définition. Pour moi, l'hypnose, c'est suggestion, imagination et croyance. Voilà. À la base. Donc, tu fais de la transe avec t'actives l'imagination, faire de la transe, tu donnes de la suggestion, ça peut être du verbal, du non-verbal, et ensuite, tu donnes des croyances, et la croyance, bah, ça devient la réalité intérieure du subconscient. Et ça, c'est intéressant aussi comme définition, parce que ça peut être valable sur le plan, on va dire,
individuel comme collectif. Qu'est-ce que tu penses, nous qui avions un patrimoine d'hypnose hyper important en France, Ouais. de cette disparition, de ce potentiel qu'on avait, de cette connaissance, même si on a encore les ouvrages. Moi, régulièrement, tu sais, je vais sur la BNF et je m'amuse à lire les vieux bouquins d'hypnose parce que je trouve que c'est bluffant de voir déjà ce qu'ils pensaient, même si ce n'est pas exprimé de la même manière qu'aujourd'hui. Comment toi, tu t'expliques ça et que les Américains aient, eux, pris un tel niveau, un tel essor, alors pas toujours un gros niveau, ça dépend qui. Comment t'expliques qu'on ait perdu autant alors qu'on avait des gens qui étaient passionnés, qui étaient plutôt bons, qu'on a eu en plus l'école de Nancy, l'école de Paris qui était en plus bien, on a eu Janet qui a continué après, on a eu quand même Chertok à un moment donné qui a réussi à remettre un petit peu en France ce principe-là, puis après on a eu cette espèce de nouvelle hypnose, d'hypno-PNL qui est arrivée, qui a un peu oublié nos racines, j'allais dire françaises, de l'hypnose. Comment tu l'expliques ça? Comment tu le vois et comment tu vois à l'inverse, aux États-Unis, cette espèce d'ancrage qu'a réussi à avoir l'hypnose, notamment grâce à Boyne, qui a réussi à populariser et à sortir de l'hypnothérapie médicale et à en faire de l'hypnothérapie comme on connaît aujourd'hui pour monsieur, madame, tout le monde. Comment tu vois ça et comment tu as perçu ça, toi? Écoute, alors, en France, évidemment, tu vois, on peut dire que tu as l'âge d'or de l'hypnose avec l'école de Paris, l'école de Nancy. Après, ce qui est intéressant, c'est l'articulation qui se produit au moment de Janet, tu vois. Ouais. Pour moi, Janet, c'est vraiment le grand génie de l'hypnose française. C'est-à-dire, il faut lire Janet, il faut l'étudier, etc. En France, quand tu parles de Janet, il y a maintenant, on commence un peu à le lire, mais il y a 20 ans, tu vas aux États-Unis, Janet, c'est considéré comme, je vais dire, comme le pape de l'hypnose, alors qu'en France, personne n'étudie. Mais bon, peu importe. Comme Coué, hein. Comme Coué. Oui, Coué, c'est incroyable comment les Américains mettent en avant Coué. Coué, pour eux, c'est mais c'est génial ce qu'il a fait, alors que chez nous, c'est limite une moquerie, tu vois. C'est assez intéressant. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire, pour nous, Coué, c'est je vais bien, tout va bien. Alors que Coué, c'est vraiment le père de l'auto-hypnose. C'est les premières règles de fonctionnement, rule of the mind du subconscient. C'est vraiment, il a des intuitions géniales. Janet, c'est pareil. C'est le père le père des PTSD, tu vois. Tous les grands chercheurs, je pense à Bessel van der Kolk aux États-Unis, à Stanford, pour eux, l'influence première, c'est Janet. Voilà. Ça, plus aussi l'école russe aussi. Et ça, je crois qu'on l'oublie trop souvent. Torkaski, Pavlov, Platanov, ça, c'est vraiment une école d'hypnose très, très puissante. Un peu la même école, d'ailleurs, que l'école française. Après, en fait, il y a deux choses. Tu as l'essor de la psychanalyse freudienne et ensuite la pharmacopée. Voilà. Et donc, aussi bien dans le domaine médical, on te dit sur le plan psychologique, finalement, on a un outil qui est beaucoup moins, on va dire, teinté on va dire, d'ésotérisme, de côté farfelu qui était l'hypnose. Et puis après, tu as l'essor de la pharmacopée sur le plan antalgique. Voilà. On te dit, non, trop long de faire de l'hypnoanesthésie, etc. Et puis on ne savait pas le faire, forcément. Donc, puis évolution aussi de l'anesthésie générale, tout simplement. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, en fait, en France? Du coup, alors après, dans le bouquin sur l'histoire de l'hypnose, je consacre tout un chapitre sur Freud qui a un parcours très intéressant par rapport à l'hypnose, qui était quand même un bonhomme, on va dire, allez, je vais me faire des ennemis, mais qui était quand même un sale type, parce que il a quand même beaucoup piqué à Janet, il n'était pas très bon en hypnose, et surtout, il a beaucoup, on va dire, été de mauvaise foi sur le plan médical, sur le plan scientifique, en termes de guérison, quelqu'un de très dogmatique. Hein, donc voilà. Donc il a quand même créé cet esprit d'école et cet esprit de chapelle qui a été vraiment défavorable ensuite à une ouverture vers d'autres formes de thérapie sur le plan, j'allais dire, psychothérapeutique. Sur le plan médical, pareil, il y a un essor de l'anesthésie générale et puis aussi des molécules et aussi de l'industrie pharmaceutique qui commence à émerger, qui fait que on va reléguer l'hypnose finalement à quelque chose comme ça une médecine ancienne. Aux États-Unis, pourquoi ça se développe? En fait, si tu veux, tout simplement, déjà, ça met du temps à se développer, c'est-à-dire entre le 18e et le début du 20e siècle. Pendant un long moment, il y a vraiment quelques pionniers en hypnose, tu vois, c'est un peu la traversée du désert. Hein. Et puis après, ça commence à émerger. Évidemment, au début, c'est ce qu'ils appelaient des magnétiseurs. Hein, voilà. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, l'hypnose médicale, elle émerge un peu plus tard et elle est très, très, très teintée
d'hypnose de spectacle jusque dans les années 40. C'est pour ça qu'il y a énormément de mauvaises conceptions liées à l'hypnose. C'est pour ça aussi que Dave Hellman ne parlera jamais d'hypnose, mais de relaxation médicale aux patients ou aux praticiens, même si c'était ouvertement de l'hypnose, parce que pour le grand public, l'hypnose, c'était vraiment l'hypnose de spectacle, et tu le vois avec toute l'imagerie populaire, avec des ouvrages comme, avec des vidéos comme des films comme Svengali, tu vois, des trucs comme ça. C'est vraiment le pouvoir de l'hypnotiseur avec les grands yeux, les grands doigts sur le sujet. Et quand ça commence à émerger, tu as les premiers, ça va être Dr Flower, Dr Monroe, etc. Ils se rendent compte quand même de l'efficacité. Moi, ce que j'aime bien dans la mentalité anglo-saxonne, c'est ce côté pragmatique. Voilà. Ça marche pas, mais il faut que ça soit pratique. Et on fait d'abord de la pratique, et après, partant de la pratique, on va vers la théorie. Alors qu'en France, on est quand même beaucoup plus intellectuel. Voilà. On aime bien conceptualiser les choses, et puis après, on voit si ça marche un peu, plus ou moins. Et donc, ça a émergé. Et puis, en fait, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est qu'à ce moment-là, l'hypnose a été strictement médicale, jusque dans les années 60. Donc, tu as eu les grands noms de l'hypnose médicale, tu as eu Kruger, tu as eu Chick, en Angleterre, tu avais Heartland, etc. Et puis, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que de plus en plus, tu as eu, entre guillemets, et ça, on ne l'a pas connu en France, mais eux, quand tu en parles avec des hypnos de cette génération-là, ils te disent, mais ça a été une guerre terrible, cette bataille entre ce qu'ils ont appelé les lay hypnotistes, c'est-à-dire les hypnotiseurs qui étaient non médicaux, et les personnels médicaux qui utilisaient l'hypnose. Et à ce moment-là, en fait, au bout d'un moment, finalement, les lay hypnotistes, c'est-à-dire les hypnotiseurs non médicaux, ce qu'on appelle maintenant les hypnothérapeutes, avaient de plus en plus de connaissances, de pratiques, et donc le métier s'est structuré à ce moment-là. Et donc, on en a fait un métier à part entière. Voilà. Et un métier à part entière, ça veut dire deux choses. Ça veut dire non seulement des indications, des limites, mais surtout des certifications. Et ça, tu vois, c'est ce qui manque, je trouve, en France. C'est-à-dire aux États-Unis, si tu veux être affilié à l'IMDHA, à la CHE, il te faut 300 heures de formation, plus autant de supervision, plus, etc. Et de la même façon, pour être formateur, il t'en faut autant, plus 10 ans de pratique, plus continuer à avoir des patients. Voilà. Et ça, je trouve, c'est vraiment un garant à la fois pour la profession elle-même, pour se sauvegarder elle-même, mais en même temps, en termes de transmission, ça a créé des sociétés américaines puissantes qui ont préservé vraiment non seulement leur métier, mais surtout la qualité de l'enseignement et du contenu. Voilà. Donc, quand tu sors, tu vois, je ne sais pas, de l'IMDHA, de la CHE, etc., société d'école comme ça, médicale, tu as vraiment un très bon niveau d'hypnothérapie, quoi, parce que tu as eu toutes les bases, plus ensuite. Voilà. Alors maintenant, bon, ce qui est assez curieux, c'est qu'en Angleterre, cette bataille revient un peu sur le dessus, tu vois. Donc, certains médicaux, maintenant, ne veulent plus parler si tu n'es pas médical quand tu fais de l'hypnose. Aux États-Unis, un peu moins. Ils sont quand même plus cool. Mais bon, écoute, après, c'est l'évolution. Quand tu étudies l'histoire de l'hypnose, c'est un peu un serpent des mers. Ça va, ça revient. Et puis en France, comme tu le disais, depuis l'apport de Jean Gaudin dans les années 80, et puis après cette nouvelle hypnose, et puis après l'introduction un peu de la PNL, qui a amené aussi une autre façon de voir aussi de l'hypnose. Finalement, on a perdu un peu, à mon sens, à mon goût, toute cette base médicale de l'hypnose qui a plus d'un siècle maintenant d'avancée aux États-Unis, tu vois. Voilà. Tu parlais tout à l'heure d'Hormone McGill. Alors, les Français, je ne suis pas sûr qu'ils connaissent des masses Hormone McGill. Il a écrit plein de bouquins, l'encyclopédie de l'hypnose. Il a écrit des trucs super que tu aimerais bien traduire, hein, d'ailleurs. Qu'est-ce que toi, donc tu l'as rencontré. Alors, ce qui est amusant, c'est que Hormone McGill, moi, j'en avais entendu parler dans des bouquins, j'avais lu des choses. Lee Pasco, à l'époque, m'avait dit que c'est la seule personne avec qui elle a voulu monter sur scène pour faire une hypnose de scène parce qu'elle en avait vraiment confiance et elle trouvait qu'elle était super doux, super drôle, super attentif. Toi, tu le décrivais comme très subtil, très fin dans sa manière de faire et c'est un mentor pour toi d'une certaine façon parce que c'est souvent quelqu'un que tu m'as remis en avant comme justement sa façon de faire qui est très élégante. Je crois que c'est le mot que tu utilises. Et toi, c'est un petit peu vers ça que ton hypnose tente à aller. Moi, j'ai une hypnose très bourrine. Toi, tu as une hypnose beaucoup plus élégante.
Qu'est-ce que tu peux dire d'Hormone McGill pour les gens qui ne connaissent pas du tout? C'est celui qu'on a appelé le doyen de l'hypnose. Et toi, ta rencontre que tu as fait pendant ce séminaire, donc en plus, qui a été un de tes premiers séminaires d'hypnose. Ça a été ton premier séminaire d'hypnose, Hormone? Ouais, j'avais fait de l'hypnose, une formation en hypnose ericksonienne avant. D'accord. Voilà. Donc, j'étais reparti avec un outil qui était absolument pas adapté à ma pratique parce que trop psychologique, trop long à mettre en œuvre, tu vois. Alors, tu le fais une fois, mais s'il te faut 20 minutes pour avoir un niveau de transe que tu connais pas et que tu maîtrises pas. Donc, voilà. Et puis, à ce moment-là, bon, moi, j'étais dans la magie et il y a ce bonhomme qui est une sommité dans le domaine de la magie au niveau mondial, hein, et qui venait faire un truc sur l'hypnose. Donc, j'y vais comme ça. Et puis après coup, je me suis rendu compte qui c'était, tu vois. Et quand j'ai vu le faire, je me suis dit, ah voilà, ça c'est comme ça que je vais faire de l'hypnose. Et on a tous eu, je pense, au tout début, cette façon un peu de vouloir modéliser en disant, waouh, là, il se passe quelque chose et j'ai envie de faire de cette façon-là, comme ça. Alors, pour dire qui est Hormone McGill, il faut voir que il y a un peu 3 générations d'hypno aux États-Unis, enfin même 4. La première génération, ça va être les anciens de l'hypnose médicale, c'est-à-dire les Monroe, Flower, Erickson, Hellman, qui sont nés en 1900-1901. Hormone McGill est né en 1910 et il est mort en 2006. Donc, il a traversé tout le XXe siècle. C'est quelqu'un qui vient de la magie, donc il a été magicien jusque dans les années 40, 50, et puis après, il a commencé à intégrer de plus en plus d'hypnose à sa pratique. C'est quelqu'un qui avait une ouverture d'esprit extraordinaire, qui a beaucoup voyagé en Inde, qui s'est intéressé à toutes les formes de spiritualité, qui a beaucoup écrit sur la spiritualité orientale, mais aussi occidentale. Il a écrit des ouvrages sur la sorcellerie en Angleterre, sur les druides. Enfin, tu vois, il avait vraiment une ouverture à 360. Et surtout, qui a développé des stratégies en hypnose de spectacle qui font qu'il a écrit un livre qui s'appelle l'encyclopédie de l'hypnose de spectacle, qui fait 1000 pages, et qui est un ouvrage extraordinaire, on va dire, en termes de connaissance de l'hypnose pure. Voilà. Et puis après, dans les années, quand il a pris sa retraite, il a été contacté à ce moment-là, donc sur la côte ouest aux États-Unis, tu avais vraiment Gil Boyne qui développait l'hypnose, etc. Et tu as eu la toute première école d'hypnose qu'on a appelée l'HTI, et qui existe toujours, hein, avec Randall Churchill, qui est la sommité de l'hypnose en termes de hypnose par régression, et qui a demandé à Hormone McGill de venir. À ce moment-là, il a passé donc de l'âge de 60 ans jusqu'à 96 ans, 35 ans, 36 ans, à enseigner l'hypnose thérapeutique, en fait. Et il avait une telle connaissance de la transe qu'ensuite, après, il a intégré, en fait, toutes les connaissances de l'hypnothérapie. Et il a écrit un bouquin qui, pour moi, est vraiment un best-seller, qui est le McGill Encyclopédia Hypnothérapie, où tu as tout. Tu as tout, tu as à la fois de la PNL, tu as de la technique de régression, des parts thérapie, enfin, c'est vraiment parmi les ouvrages de référence. Et surtout, ce qui est extraordinaire, c'est quand tu le lis, il n'y a pas un truc que tu lirais ailleurs. C'est-à-dire c'est hyper personnel, aussi bien sur toutes les techniques que sur la façon d'envisager ça. Et voilà. Alors, le bonhomme en lui-même, c'était vraiment un gentleman, c'est-à-dire très doux, très extraordinaire. Et puis son hypnose, pour moi, c'est vraiment les 2 critères de l'hypnose, c'est-à-dire très esthétique et en même temps très éthique. Toujours esthétique, toujours je parle au subconscient comme à un ami, je sais où je vais l'amener, mais il ne faisait que, évidemment, de la suggestion directe, mais toujours des techniques, on va dire, indirectes, et on peut parler de cette stratégie-là. Et puis après, j'allais dire, toujours éthique, c'est-à-dire toujours à respecter la transe du patient. Il ne projetait pas, et puis il prenait ce qui arrivait, etc. Sens de l'improvisation incroyable. Je crois que le séminaire de Bath, il avait été enregistré, on peut le trouver en DVD, voilà. Et puis il faisait des trucs de fou, hein. Il faisait aussi bien de la, je sais pas, de l'hypnose spirituelle que de l'hypnose de spectacle, que de l'hypnose thérapeutique. Donc c'est ces ponts, tu vois, entre les différentes disciplines qui m'intéressent, parce que quand tu fais des ponts, tu traverses des espaces vides, donc tu découvres des choses qui n'ont pas été trouvées. Et je crois que McGill, on l'a surnommé The Gene of American Hypnosis, c'est-à-dire le parrain des hypnotiseurs américains, parce qu'en fait, il a travaillé avec tout le monde, il a rencontré tout le monde, que ce soit Hellman, que ce soit Erickson, etc. Et il avait cette façon, on va dire, très, très gentleman de vivre sa vie, tu vois, voilà. Quelqu'un profondément spirituel et qui en même temps avait cette approche très, très... Et après, là, j'étais à l'IMDHA, là, il y a un mois, il y avait Shelley Stockwell qui a été
sa collaboratrice, ensuite son éditrice, etc. Et qui prolonge, qui est, on va dire, l'élève, maintenant elle a 80 ans chez les, mais qui prolonge vraiment cet héritage d'Hormone McGill. Et je trouve que c'est une belle hypnose. Voilà. Et c'est souvent, tu en as parlé la dernière fois, au plus tu avances en hypnose, au plus tu tends vers des trucs épurés, simples. Voilà. Et souvent, moi je dis à mes élèves, tu vois, c'est simple, mais c'est pas facile. C'est-à-dire, derrière chaque truc, derrière chaque technique, ça paraît simple en apparence, mais tu pourrais passer 3, 4, 5 heures, une journée à expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là et comment tu l'as fait. Et finalement, pour moi, c'est peut-être ça. C'est-à-dire, au fur et à mesure, tu es pur et tu vas vers l'essentiel pour avoir le plus d'efficience, de puissance et surtout le plus d'élégance. Ça, je trouve que c'est intéressant. Comme moi, personnellement, c'est un facteur, tu vois. Je trouve qui me parle, c'est-à-dire qu'il y a des belles transes et des transes où tu sens que tu rames, tu n'es pas dedans. Donc, aussi bien de toi, de la part du patient, dans cette communication-là. Voilà. Après, c'est lié aussi au cadre dans lequel j'exerce. Voilà. Tout à fait. Ça, le cadre, il est fondamental. Mais c'est ça qui est intéressant. Bon, on va en reparler dans la deuxième partie, mais ta manière de fonctionner en hypnose dentaire, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent vraiment l'hypnose dentaire. Je sais que moi, en France, quand je m'y étais intéressé, et ça remonte à pas mal d'années, j'avais pas trouvé grand-chose en France. À un moment, je suis tombé sur un truc qui s'appelait Hypnotif, un truc comme ça en France. Je voulais m'y inscrire et m'envoyer un peu en l'air parce que je faisais pas de dentisterie. Mais l'hypnose dentaire, c'est quelque chose qui est à la fois hyper intéressant parce qu'on revient pour moi sur les bases de l'hypnose, c'est-à-dire l'hypnoanalgésie, l'autonomie du partenaire pendant la session parce que tu vas pas parler pendant 10 heures et que tu as autre chose à faire de tes mains et de ta tête pendant ce temps-là. Et en même temps, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça ouvre sur énormément de choses, le bruxisme, des problématiques complètement psycho, des phobies, des peurs, etc. On va en parler un petit peu plus dans la deuxième partie. On parlera aussi du bouquin que tu as fait avec Valérie d'ailleurs. En tout cas, ouais, c'était avec Valérie que tu l'avais fait. Oui, on l'a écrit pour la fac. Pour la fac, ouais. Et après, on va parler un petit peu de tes projets, des bouquins que tu as en tête de traduire, que tu as déjà traduit. J'ai parlé un petit peu de livres déjà que tu as fait récemment. Donc, on se met en off et on... Allez, off. Alors, arrêtez l'enregistrement.